je donne la parole à Nadine Potier, qui est chargée de mission relations industrielles chez Normandie Incubation, et je vous tiendrai au courant gentiment dans 5 minutes. Merci. Pour commencer, on peut passer à la slide suivante. L'idée, c'était de vous catégoriser un petit peu tous ces acteurs qui sont nombreux, vous le devinez un petit peu. On a voulu identifier tout simplement les structures un peu plus étatiques qui déterminent les politiques du gouvernement, qui les mettent en place, qui sont pour certains d'entre eux parfois des organismes consultatifs qui émettent des recommandations. Si on poursuit sur la présentation de cet écosystème, on ne pouvait pas parler d'innovation santé sans parler de ceux qui soignent, avec un terrain en Normandie dense d'acteurs d'établissements de soins. Alors ici aussi, ce n'est pas du tout exhaustif, c'était pour vous donner un petit panorama avec les centres hospitaliers universitaires de Caen ou encore de Rouen, les centres de lutte contre le cancer, donc Baclès et Becquerel, et puis on tenait aussi à souligner par exemple Cyclades, qui est assez récent dans le paysage de soins, qui vise à procurer des thérapies ultra ciblées de soins, notamment contre les cancers pédiatriques. Et puis derrière tous ces acteurs, on a aussi tous les centres hospitaliers régionaux et généraux, et aussi les établissements de santé privés. Côté recherche, la Normandie, il faut le savoir, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, est un territoire propice à la recherche, et notamment en santé, avec des secteurs de renom, en tout cas très visibles d'un point de vue même parfois mondial, si on parle des neurosciences, de biotech, etc. Donc là, ici aussi, l'idée, c'était pas de vous faire un panorama complet de toutes les unités de recherche, des laboratoires de recherche académique qui sont sur le territoire, mais plutôt d'identifier les tutelles de ces établissements. Sur la gauche de cette partie, vous voyez les instituts Carnot, qui sont des structures publiques labellisées par l'État et dont la mission est de favoriser, de mettre en place des partenariats au bénéfice de l'innovation des entreprises. Et puis, bien évidemment, on pouvait aussi souligner la présence de milliers de chercheurs derrière tous ces établissements de recherche, avec aussi 3 universités présentes, Caen, Rouen et Le Havre. Et enfin, c'est la partie un peu plus, on va dire, centrale et importante peut-être de cette slide, c'est les structures qui financent et accompagnent les acteurs en Normandie. Alors, le côté ceux qui financent, je ne vais pas trop le détailler parce que Marie aura le plaisir de vous communiquer, en tout cas plus en détail, ces éléments-là. L'idée, c'est en tout cas de vous montrer que la frontière est parfois très mince entre ceux qui financent et ceux qui accompagnent. Certains font parfois les deux. Donc, peut-être pour souligner au regard de la thématique de la journée, les acteurs présents côté Silver Economy, avec les caisses de solidarité et organismes de sécurité sociale, qui sont des acteurs importants et présents, qui aussi financent et accompagnent les projets sur le territoire. Le Vivalable, qui est aussi un moyen de soutenir l'innovation dans le bien vieillir. La CNSA également, qui a une part importante dans l'accompagnement des projets. La plateforme Genus, qui est un service web qui permet de faciliter la vie des innovateurs, de leur permettre d'avoir un accès à des experts, en tout cas d'y voir plus clair dans ce paysage. Et puis sur la droite de cette section, on a tenu à souligner la présence en Normandie d'incubateurs régionaux. Alors, on en fait partie, on s'appelle Normandie Incubation. On en a d'autres aussi, alors peut-être pour illustrer les propos, avec Catapulte qui accompagne les porteurs de projets plutôt à impact environnemental et sociétal, ou encore l'incubateur lié à l'école de management Normandie. Et puis enfin, les pôles de compétitivité, les filières qui sont spécialisées en santé sur le territoire. Alors ce sont des associations qui fédèrent des acteurs, des entreprises, des laboratoires de recherche sur le territoire, à l'image du pôle TESS, qui est un pôle de compétitivité de la filière numérique, ou encore du Géontopôle, qui voilà, je crois que c'est aussi c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, qui fédère les acteurs autour de la Silver Economy, ou encore le pôle pharma, qui est très présent sur les sujets biopharmaceutiques. Et puis alors peut-être pour ceux qui se poseront la question, on a tenu à signaler aussi la présence d'Atlan-Pôle Biothérapie, qui n'est pas un pôle régional, plutôt basé sur les Pays de la Loire, mais qui est très présent notamment sur toute la chaîne de valeur du biomédicament. Et la liste exhaustive n'était pas possible, en tout cas à faire apparaître ici, mais derrière, on peut aussi identifier des cabinets de conseil privés qui sont à même de pouvoir, selon les sujets et vos besoins, vous accompagner dans vos projets. Donc pour terminer mon propos,
J'espère être dans les temps. Vous voyez, le panorama est très complet, dense. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des gens sur le territoire, des personnes, des structures qui sont à même de pouvoir vous accompagner, quel que soit le niveau de maturité de votre projet. Et si toutefois vous ne toquez pas à la bonne personne, sachez qu'il y a d'autres personnes du territoire qui vont pouvoir vous orienter, vous aiguiller vers la bonne personne. Donc ne prenez pas peur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis je laisse la parole à Marie pour présenter la partie financement. Oui, alors on a effectivement vu qu'il y a un écosystème extrêmement dense. Et c'est la preuve effectivement que le géant Autopôle a bien fait de mettre en avant cette densité justement pour mettre en visibilité. Alors il y a aussi des acteurs qui sont des acteurs privés qui financent et qui viennent finalement en complément. Donc comment à la fois on finance, comment on accède au marché, et Maria de Resus Peixotta, vous êtes vous chez Caisse d'épargne Normandie, et c'est vous qui allez intervenir là aussi pour 5 minutes. Là ça va être bon. Bonjour, donc Marie, donc moi je suis à la Caisse d'épargne Normandie et je suis donc bancaire conseil tech innovation. L'innovation, c'est important parce qu'il n'y a pas que de la tech dans l'innovation et dans les projets d'innovation. Donc on va travailler avec du financement sur des levées de fonds, sur des prêts d'amorçage, enfin j'en ai cité quelques-uns, hein, vous pouvez regarder, et du bas de bilan. Tout ça va être une ingénierie financière qu'on va mettre en place et ça va fonctionner ensemble. C'est-à-dire quand vous êtes sur des projets avec des forts temps de recherche, sur lesquels vous n'allez pas avoir du chiffre d'affaires tout de suite, on va travailler avec vous pour aller chercher du financement d'investisseurs, donc du capital, de la subvention, des effets de levier en fait qui vont nous permettre auprès de différents acteurs qu'on va regarder tout à l'heure qui sont en bas de la slide, qui vont nous permettre à nous banques de pouvoir intervenir. Donc on est plusieurs acteurs, souvent d'ailleurs on est plusieurs acteurs bancaires sur les projets. On se met autour de la table ensemble et on finance un projet en pool bancaire de façon à le financer correctement et à pouvoir intervenir tout au long du projet en financement sur celui-ci et pouvoir l'accompagner dans ses développements. Parce que quand on a un projet innovant, ça ne va pas s'arrêter là. Si on va faire une première innovation, puis donc on va financer celle-ci, ça va permettre de mettre un produit sur le marché. Ce produit ensuite on va le développer. On va sûrement avoir d'autres marchés qui vont aussi pouvoir être pertinents et on va développer de nouvelles fonctionnalités à ce produit et tous les acteurs qui sont présents vont permettre ce financement. Donc c'est très très important de se faire accompagner. Donc moi c'est mon métier au sein de la Caisse d'épargne Normandie, d'accompagner cette structuration de projet, cette compréhension de projet, et puis de se faire accompagner par tous les acteurs. Donc on a un acteur incontournable qui est BPI France, qui va pouvoir intervenir sur toute la partie subvention, financement en prêt aussi. Enfin, je ne vais pas parler à la place de BPI France, mais ils ont un panel d'outils de financement qui correspondent à chaque temporalité, chaque partie de développement de projet. On va avoir la région Normandie, l'AD Normandie, qui peut intervenir au capital de l'entreprise, mais aussi en bas de bilan, c'est-à-dire avec du financement en subvention, du financement en prêt sur les projets. On va avoir les acteurs normands, les business angels, qui sont des entreprises, en tout cas des personnes qui ont pu développer du capital, plus vendre des entreprises et qui refinancent des projets. On va avoir tous les fonds monétaires, toutes les equity, ce qu'on appelle des equity, donc les fonds qui rentrent en capital. On va avoir de la love money, c'est la famille, les amis, différentes personnes qui mettent ça en place. On va avoir des start-up studios, c'est-à-dire qu'en Normandie, c'est un vrai sujet, notamment Normandie Valorisation, qui est sur les projets de recherche et développement et qui fait partie de la région Normandie, est un start-up studio dédié au métier de la santé, des biotech notamment, donc qui travaille avec l'université. On va avoir France 2030, qui est un fonds qui est mis en place par l'État, par l'Europe plus exactement, et qui a débloqué 54 milliards sur 5 ans pour financer l'innovation en Europe sur des sujets assez importants. On va avoir des fonds industriels qui financent l'innovation. On va avoir, là en l'occurrence, sur toute la partie Silver Economy, les caisses de prévoyance, de mutuelles, qui vont financer sous forme de subventions ou passer commande pour démontrer la faisabilité du projet aussi, parce que c'est important.
Et puis on va avoir l'ADEME, on va avoir les pôles et filières, c'est-à-dire Normandie Incubation notamment, qui met en place une enveloppe de financement de projet pour faire un effet départ lancé, le réseau Entreprendre, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, mais en tout cas sur l'écosystème normand, parce que là j'ai cité la Normandie, on a Silver Innov, Silver Valley aussi. Toutes ces personnes-là, on travaille avec eux, on les connaît, et nous, quand un projet vient nous voir à la banque, on va regarder la faisabilité de ce projet, ce dont il a besoin, et on va aller chercher les différents acteurs qu'on va pouvoir mettre autour de la table pour financer ce projet. Merci. On voit que sur la seule question du financement, on a quand même besoin d'être accompagné. Oui, déjà de comprendre le dilutif, non dilutif et tout ce qu'il y a derrière, parce qu'effectivement, mais c'est tout l'intérêt finalement de l'écosystème qui est présent en Normandie, c'est que vous avez aujourd'hui des acteurs qui sont là pour accompagner, et c'est une chose. Je reviendrai tout à l'heure avec une question que j'aurais à vous poser. On va repartir peut-être un peu en amont sur la question de la recherche appliquée à l'innovation. Alors, je ne sais pas qui de vous deux va intervenir, mais je n'ai qu'un nom. Alors, ça sera vous, Aurélie. Oui, bonjour. Donc, déjà, je me présente. Je suis Aurélie Villers, directrice de la recherche et de l'innovation au CHU de Caen. Je suis accompagnée aujourd'hui de Monsieur Dutheil, Jean-Jacques, qui est le responsable de l'innovation au CHU, du guichet innovation, mais plus largement de l'innovation. Alors, sur la question de la recherche appliquée à l'innovation, je dirais pourquoi faire de la recherche dans l'innovation ? La réponse, elle est simple, c'est indispensable. Alors, c'est indispensable pourquoi ? Déjà pour répondre à tous les aspects réglementaires. C'est-à-dire que pour obtenir un marquage CE, une autorisation de mise sur le marché, on a besoin de données cliniques. Quand on mène une recherche au sein de l'hôpital, elle répond à un cadre rigoureux. On se pose une question, nous on a un cadre rigoureux clinique, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas rechercher tout et n'importe quoi. On se pose des questions, on a des objectifs, on doit y répondre sur un nombre déterminé de patients. Dans le respect de l'éthique, c'est important. Je donne un peu des mots-clés pêle-mêle, mais c'est important. En tous les cas, on s'y attache et on est obligé de s'y attacher. Et on s'assure de cette façon que l'innovation, donc, elle répond à des normes de sécurité, elle est pertinente, c'est-à-dire qu'en faisant un essai clinique au sein d'un hôpital, sur une catégorie prédéfinie de patients, on peut mesurer si elle est adoptée par ces patients. C'est aussi important pour les sociétés qui ont l'idée de cette innovation. Plus largement, je dirais que la recherche, c'est pas quoi. On n'attend pas que l'innovation technologique, nous à l'hôpital. On attend une innovation, c'est un nouveau traitement, tout simplement. C'est une nouvelle organisation de soins, et c'est aussi une innovation technologique. Des montres connectées, oui, ça a d'abord été proposé en recherche au sein d'un établissement qui soit public, un centre de lutte contre le cancer, comme on le citait tout à l'heure. Pour parler concrètement, nous, de notre quotidien à la DRI, Direction de la Recherche et de l'Innovation, des acronymes, on est très, très familier de ça. Nous, on a mis en place un guichet de l'innovation. Je vais te laisser un peu en parler, Jean-Jacques, parce que c'est vraiment ce quotidien. Et puis peut-être plus largement, si tu as quelques chiffres aussi à communiquer sur la recherche, n'hésite pas, puis je te complète. Merci beaucoup. Non, juste quelques chiffres sur les activités de recherche au CHU, parce que c'est le centre hospitalier universitaire de territoire avec le CHU de Rouen. Et actuellement, on a à peu près 1 millier de protocoles de recherche clinique qui tournent au CHU, et on est promoteur d'environ 280 projets. Donc promoteur, c'est la personne morale qui se prête à la recherche. Et pour cela, comme le disait Aurélie, on a toutes les structures d'accompagnement, que ce soit des méthodologistes des essais cliniques, des pharmaciens qui s'occupent de la vigilance des essais cliniques, des attachés de recherche clinique qui vont contrôler la qualité des données, des chefs de projet en recherche clinique qui gèrent un portefeuille de projets. On a aussi des biostatisticiens et puis des informaticiens pour certaines cohortes de données bien précises. On a aussi un centre de ressources biologiques. Donc voilà, on a un ensemble de structures qui permettent de compétences, qui permettent
de répondre aux problématiques de recherche et d'accompagner les projets innovants. Donc, on a aussi une mission au guichet partenariat et innovation, c'est de détecter les projets innovants et de les intégrer à l'hôpital. Quand il y a un porteur de projet se présente à nous, on regarde la meilleure façon, le meilleur moyen pour l'accompagner au plus juste et pour répondre à sa question. Pour cela, on fait ce qu'on appelle du chaînage de l'innovation, c'est-à-dire qu'on trouve un porteur de projet, on calcule un nombre de sujets nécessaires pour expérimenter. Donc c'est toujours bénéfice, risque, tolérance et implémentation de la solution dans le marché. Donc on prend en compte tous ces éléments-là. Voilà. Je ne sais pas si... C'est très clair, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce type d'intervention, donc je vous remercie infiniment. On va rester dans la recherche, mais bon, on va parler d'un sujet qui aujourd'hui est un sujet important, qui sont les data. Bon. Dès que l'on parle recherche, effectivement, pareil, on est tout de suite dans la data. Bon. Quel projet possible avec la data? Et pour cela, je vais passer la parole à Elisa Régnier, qui est sociologue et qui est en charge de la direction citoyenne du Health Data Hub. Peut-être en 1 minute, nous expliquer ce qu'est le Health Data Hub et puis revenir sur la question. Oui, alors je crois qu'il y a une petite confusion dans l'intervenant, mais je suis bien du HDH, mais pas de souci parce qu'on a changé de dernière minute. Mais moi, je suis pharmacienne et chef de projet, mais à la direction citoyenne du HDH, donc tout va bien. On est quand même très cohérent. Et ben voilà, donc ça s'affiche comme il faut. Donc le Health Data Hub, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? On va le faire en français. C'est la plateforme des données de santé. Donc on est un groupement d'intérêt public rattaché au ministère de la Santé et on met en œuvre, plus ou moins avec aussi la CNAM, la stratégie relative à l'utilisation des données du système national des données de santé. Donc quel projet possible avec la data? Énormément. Il n'y a pas une réponse unique. On peut faire plein de projets et c'est ça qui est fabuleux avec ces données de santé. Donc moi je vais vraiment prendre le cas d'usage des données du système national des données de santé puisque c'est les données que l'on propose aux porteurs de projets, aux chercheurs, aux professionnels de santé, aux établissements, mais aussi aux associations de patients par exemple. Donc les données auxquelles on propose d'accéder pour mener différents types de projets. Et donc là si on prend par exemple la thématique en effet de cette journée et de cet après-midi sur l'innovation et le vieillissement, il y a en effet toute une multitude de projets qui peuvent être accompagnés sur cette thématique. Donc les données, elles peuvent être utilisées sur toutes les phases en fait, que ça soit en amont pour identifier les besoins. Donc par exemple à l'échelle de la région Normandie, ça va être identifier les besoins des populations en lien avec le vieillissement et certaines pathologies chroniques. Par exemple identifier dans cette, oui, ce que je l'ai pas dit ça, mais donc le SNDS, qu'est-ce que c'est? Ce fameux système national des données de santé, c'est une très grande base de données de santé médico-administratives. Donc d'ailleurs l'une des plus grandes bases, si ce n'est la plus grande base médico-administrative au monde, qui contient en fait l'ensemble des données de remboursement de la population, mais également d'autres bases, les données donc des hôpitaux, les données de décès avec l'INSERM et tout un catalogue qui vient en complément pour compléter tout ça. Et donc on peut interroger en fait cette base de données pour par exemple trouver, je dis vraiment n'importe quoi, mais c'est pas n'importe quoi puisque c'est les réalités, trouver le nombre de personnes diabétiques sur le territoire normand et par la suite mettre en œuvre des projets qui vont être ciblés et adaptés à cette population. Et on peut justement parler derrière de médecine personnalisée puisque ces fameuses data vont servir à, en fonction des caractéristiques de chacun des individus, de mieux traiter ces personnes. Et donc il y a un nombre de projets considérables qui peuvent être développés derrière par les porteurs de projets en utilisant ces données de santé pour la mise en œuvre de ces projets. Et ces données peuvent aussi intervenir en aval pour évaluer un dispositif médical qui aurait été mis en place grâce à l'innovation et évaluer son efficacité. Je peux vous prendre l'exemple, je le disais sur la table ronde précédente, mais le public est un peu différent, donc je pense que je peux reprendre mon exemple pour illustrer un cas d'usage, un projet que le HDH a accompagné lors de ses débuts. Donc le HDH, c'est une structure très récente qui a été créée en 2019 sous l'impulsion donc d'Emmanuel Macron. Et un des premiers projets qui se nommait Hydro avait pour objectif en fait de limiter le nombre d'hospitalisations causées par des crises d'insuffisance cardiaque.
Et donc ce projet, le HDH l'a accompagné. Le porteur était une start-up, Implicity, qui met en place des pacemakers. Et donc les patients atteints de problèmes cardiaques et porteurs de ces pacemakers, leurs données étaient collectées, stockées, puis ont été chaînées, donc c'est-à-dire qu'elles ont été assemblées, mélangées, c'est pas le bon mot, mais c'est pour le vulgariser, aux fameuses données de remboursement du système national des données de santé. Grâce à tout ça, on a pu produire un algorithme d'intelligence artificielle de prédiction et derrière pouvoir détecter plus facilement les patients à haut risque d'avoir une crise d'insuffisance cardiaque. Donc concrètement, comment ça se passe ? Le médecin, il ne va pas vérifier les algorithmes et ce que produit à chaque fois les données pour chacun de ses patients. Évidemment, ce n'est pas l'objectif, ça serait une charge de travail supplémentaire. Mais par contre, quand un de ses patients qu'il suit et qui est porteur de pacemaker a une alerte comme quoi, donc quand ces données ont été croisées, les données de son pacemaker à lui, donc sa fréquence cardiaque ou autre, aux données du SNDS, et qu'on a un signe comme quoi ce patient va potentiellement faire une crise cardiaque prochainement, et bien là, le médecin est alerté en amont et peut donc agir en amont pour adapter notamment par exemple son traitement et les conditions pharmacologiques pour faire en sorte que le patient ne va pas aller jusqu'à cette crise d'insuffisance cardiaque. Donc les bénéfices sont plusieurs. Le premier, c'est pour le patient quand même, on a bien de la chance, il n'a pas sa crise d'insuffisance cardiaque, donc on améliore sa qualité de vie, sa santé. Et le deuxième, et on peut en trouver aussi plusieurs, d'ailleurs, un autre, c'est également pour le professionnel de santé. On améliore et on lui propose des outils pour accompagner sa pratique en tant que professionnel de santé. Et aussi, on réduit le nombre d'hospitalisations. Donc, on réduit les dépenses et on dégorge les urgences pour pouvoir soigner d'autres patients pour d'autres sujets. Donc, voilà un cas concret typique de quel projet possible en recherche et data de santé. Merci beaucoup. On reviendra peut-être dans les questions après sur le sujet des data. On va terminer avec vous, Patricia Gurvier, sur... Ah, pardon, non, je vous ai zappé. Oh là là. Il faut que je... Alors, pardon, Patricia, parce que en plus, je mange le local de l'étape, puisque... quand même, Hamza est membre du Gérontopole, et alors là, vraiment, c'est un véritable scandale. C'est parce que je ne suis pas très grand assis, en fait. Oui, exactement, vous êtes trop près. L'expérience utilisateur et Living Lab. Alors, c'est un sujet que les Gérontopoles ont beaucoup porté, justement, les Living Lab, notamment dans la région Normandie. Comment justement on peut travailler sur cette expérience utilisateur. Et alors, vous, Hamza Iba, donc, vous êtes docteur en psychologie sociale, UX designer, vous allez nous expliquer ce que c'est, et responsable justement du Living Lab au sein du Gérontopole de Normandie. Bonjour à tous. Donc très concrètement, un Living Lab, la caractéristique par rapport à tout ce qui a été évoqué, c'est un cadre de recherche appliquée, on va dire de test, d'évaluation, peu contraignant, assez flexible. Et l'idée, c'est qu'on va difficilement prouver des choses en Living Lab, mais on peut tester des choses assez facilement pour éviter, on va dire, pour faciliter les correctifs, éviter des prises de décision, on va dire, des investissements qui ne vont pas dans le bon sens, trop coûteux. Donc on va sur le terrain et il y a 3 avantages. Concrètement, on mobilise de la connaissance, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit du terrain technologique, via de la veille technologique, pour voir un écosystème. Donc on va tester un petit peu, est-ce que notre solution en Normandie, par exemple, elle est diffusable, elle marche bien, ou il faut l'adapter ou pas, notre projet, est-ce qu'il va bien tenir dans telle commune, avec tel partenaire, d'où l'intérêt des Living Labs qui travaillent à la fois avec... ils ont un pied dans l'université, on va dire, avec la recherche universitaire ou autre, un pied dans le territoire, en fait, vu qu'ils sont ancrés avec des gérontopoles, ils travaillent en collaboration avec des communes, des départements, des institutionnels, et aussi au niveau économique, le tissu économique local et social. Donc on va aller tester, nous la spécificité du Living Lab du Gérontopole de Normandie, c'est de tester l'acceptabilité en fait des technologies ou des produits et services. Et très concrètement, on vient nous mobiliser sur des sujets complètement différents parce que on a développé en fait une technologie générique, une méthodologie qui est très flexible justement, qui permet à la fois soit de tester directement une nouvelle modalité, un nouveau mode de transport
dans telle commune avec les partenaires, avec un test très rapide et où on peut mobiliser tous les acteurs qui sont pertinents rapidement, tester rapidement avant même de sortir un nouveau service de transport et puis aider à apporter cette connaissance du terrain et des acteurs locaux. Donc c'est l'intérêt un peu du Living Lab. On ne va pas y aller pour avoir la certification ou la norme ou la preuve d'efficacité, mais ça permet avant de s'installer ou avant de tâter le terrain. C'est presque un POC. Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée. Donc aujourd'hui, juste un petit exemple. Donc on est dans le dispositif VivaLab et il y a par exemple un dispositif qui a été créé par un professeur de médecine qui est de la prévention via une base de données avec des messages rédigés que par des médecins exclusivement. Et donc ils ont déjà fait plein de tests cliniques, ils ont déjà fait la preuve de leur impact, la preuve de plein de choses. Ils ont toutes les normes, ils ont passé toutes les normes de sécurité, ils ont mobilisé le Health Data Hub sûrement, d'autres dispositifs. Et là, l'intérêt en fait du Living Lab, c'est d'aller voir sur une autre région que la leur, les professionnels de santé, est-ce que eux, ça s'intègre bien dans leur système, dans leur quotidien, est-ce que ça améliore leur pratique ou pas, est-ce qu'ils acceptent avec leur propre logiciel, est-ce que ça s'intègre bien, est-ce que les patients l'utilisent ou pas. Et ces SMS, en fait, très concrètement, c'est des SMS que reçoivent les patients et qui permettent de faire de passer des messages de prévention scientifiques très courts et sur n'importe quel téléphone. C'est d'augmenter en fait le nombre de recommandations qui sont vraiment prises en compte par les médecins. Donc il y a un intérêt, une utilité sociale. Et nous, on privilégie vraiment que ce type de solution. C'est l'intérêt aussi du Gérontopole, qu'on n'est pas contraint, comme un cabinet conseil, à accepter tout type de demande. Et on ne vit pas que de ça, heureusement. Exactement, exactement. Merci beaucoup. On va terminer, là, pour le coup, avec Patricia Gurrier. On en a parlé d'ailleurs dans l'atelier précédent sur, finalement, c'est très tôt qu'il faut commencer à s'intéresser au son vieillissement. Et donc, du coup, il y a cette logique, effectivement, de continuum où, finalement, la donnée, elle est aussi là pour essayer de faire en sorte que les choses se mettent en place le plus tôt possible et qu'on passe, c'est un vœu pieux, mais de moins de curatif à plus de préventif. Et c'est encore un sujet central, ce qui fait d'ailleurs qu'on a une espérance de vie en bonne santé en France qui est un peu basse par rapport à un certain nombre de pays qui sur une base identique à la nôtre. C'est justement un petit peu ça que je voulais aborder. Non, mais ça tombe bien. C'est que je pense que si on pouvait améliorer le sentiment d'efficacité personnelle, on pourrait améliorer la prévention. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se sentent capables d'eux. Alors, je dirais que ça marche pour les deux questions que vous nous avez posées, parce qu'il faut que les seniors se sentent capables de faire de la prévention, de faire de l'activité physique, de ne pas se sentir isolé, etc. Et il faut que les jeunes se sentent capables de faire des bébés. Et surtout qu'ils aient confiance dans l'environnement dans lequel... je rigole, mais enfin, on a des chiffres sur la sexualité qui ne sont pas top actuellement. Donc, mais c'est ce sentiment d'efficacité personnelle, ce sentiment de confiance qu'on peut avoir en soi-même et puis dans son environnement, c'est quelque chose que justement nous on essaye de travailler, parce que on sait que ça peut faire bouger les lignes. J'avais un exemple qui n'a pas grand-chose à voir ni avec la Normandie ni avec le vieillissement, mais on avait, avec une association dans laquelle je suis impliquée, on a travaillé avec les personnes de la cantine, les dames de la cantine, là, de manière à ce qu'elles puissent qu'elles soient amenées à se vivre plutôt comme des responsables de ce qu'elles donnent à manger aux enfants, plutôt que celles qui versent la louche dans l'assiette. Et c'était un travail sur les portions, parce qu'il ne faut pas que les enfants mangent trop, etc. Et c'était assez intéressant, parce qu'avec des ateliers autour où on essayait de faire émerger cette reconnaissance de soi-même,
soi-même, et ben on arrive à faire bouger les choses. Voilà, donc je suis un peu optimiste parce que sinon il faut l'être. Mais ça me fait penser à la logique de responsabilité populationnelle, notamment de la FHF sur la question du diabète. Et cette logique est très intéressante à suivre d'une manière générale, et ça va dans ce sens-là. Alors, d'un point de vue de banquier, parce que moi je trouve ça aussi intéressant d'avoir finalement, là on était assez finalement homogène dans la vision. Vous, voilà, pour répondre à cette question du défi démographique, une urgence, quelle serait-elle ? Alors, bon, deux choses. Moi, j'ai des collègues qui sont spécialisés sur tout ce qui est ESS, etc. Et donc, ils travaillent avec le Gérontopole et sur tous ces sujets. Néanmoins, si je reprends le côté innovation, on l'a vu tout à l'heure, c'est extrêmement complexe. Si on y va seul, on perd beaucoup de temps et très compliqué. Donc, c'est probablement de travailler ensemble en amont sur les projets. Que ce soit avec nous ou d'autres banques, peu importe, mais en tout cas, bien comprendre comment tout ça structure, parce que c'est vraiment très, très compliqué, donc avoir cette capacité à travailler sur l'innovation ensemble. Aussi, pour nous, comprendre ce qui va se passer demain, mais pas que, parce que le bien vieillir se prépare aussi à notre âge et avant. Donc, il y a un tas de sujets qu'on accompagne sur l'alimentation, sur plein de choses, qui permettent aussi de mieux vieillir. Et ces sujets-là, peut-être qu'il y a une adéquation, je ne sais pas, j'y réfléchis comme ça, je lance le sujet, mais il y a sûrement un travail à faire ensemble sur le financement de ces projets, avoir une stratégie commune d'innovation en fait et de développement de recherche là-dessus. Merci. Alors, ça tombe très bien avec les incubateurs. Peut-être, Normandie Incubation, alors qui est derrière Normandie Incubation? Première question. Et la deuxième, quelle urgence? Alors, première réponse, donc nous, on existe depuis plus de 24 ans, 25 ans à peu près. Sur le territoire normand, on est financé essentiellement par la région Normandie, par le ministère de la Recherche également, et par des fonds européens. Notre mission depuis plus de 24 ans, c'est de pouvoir accompagner des porteurs de projets sur le territoire à créer leur entreprise, ce qu'on appelle des startups. Notre spécificité, c'est vraiment d'accompagner des projets qui émergent de la recherche académique. Et si ce n'est pas le cas, de créer un lien recherche entre le projet et le monde académique. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et notre spécificité, c'est de pouvoir décliner notre offre de service en fonction de la maturité du projet. On va partir de l'idée au projet en allant jusqu'à la création de l'entreprise et jusqu'à ce qu'on appelle l'accélération, le scale-up, la start-up qui vole de ses propres ailes et qui fait du chiffre d'affaires. Donc on a vraiment... Au sein de l'équipe, on est 17 personnes, une expertise forte sur l'accompagnement des projets innovants sur le territoire. Et puis, ça va rejoindre ce qui est un petit peu dit là depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est en capacité d'agir en tant que tiers de confiance auprès des partenaires qui nous entourent, avec lesquels on travaille depuis de nombreuses années, et de pouvoir adresser au bon moment, face à la bonne personne, le porteur de projet. Que ce soit en matière de financement, que ce soit en matière de recherche clinique. On travaille vraiment main dans la main. Alors ça fait un peu monde des bisounours, mais c'est une réalité. C'est qu'on est beaucoup d'acteurs, vous l'avez vu tout à l'heure sur la slide, on est beaucoup d'acteurs, mais on arrive à travailler en bonne intelligence. Pour avoir découvert une autre région, notamment, je donnerai pas de nom, mais on est quand même une région qui est à dimension humaine. On a tous les outils disponibles pour justement mener à bien tous ces beaux projets. Et donc pour répondre à la deuxième question, nous l'enjeu fort, c'est de pouvoir détecter ces projets innovants dans les laboratoires de recherche. Et puis des porteurs de projets qui sont basés partout en Normandie, quel que soit son département de résidence, et de pouvoir les toucher et leur proposer des services adaptés, sachant que les services que nous proposons, on a un modèle économique assez atypique, puisque on ne fait pas payer nos services, on propose un accompagnement. Parfois, on a des projets qu'on suit depuis 3 voire 4 ans. Donc, on voit vraiment les différentes étapes du porteur de projet. Et puis aussi derrière, l'enjeu, peut-être pour terminer, c'est qui de mieux pour convaincre les autres que de parler, peut-être de faire témoigner des entrepreneurs qui sont passés par ces étapes-là devant d'autres. Je pense que c'est les meilleurs ambassadeurs pour le coup de créateurs d'entreprises innovantes. Merci. Pour conclure, Hamza, parce que vous, en fait, vous avez une double casquette.
il y a à la fois le Living Lab et puis il y a le Gérontopôle. Alors, d'abord, en tant que responsable du Living Lab, justement, quelle priorité? Et puis, en tant que Gérontopôle, finalement, qu'est-ce que ça vous inspire, ces différentes prises de position par rapport à cette question finalement de complémentarité et, si je comprends bien derrière tout ça, de stratégie finalement collective à mettre en œuvre pour poursuivre encore un peu plus les choses? Ce que ça m'inspire, déjà, je suis vraiment content en fait de tout ce travail fait dans la région, de tous ces acteurs qui chacun ont une expertise qui est vraiment très notable et qui permet d'accompagner justement les projets. Et après, dans une vision plus large et plus stratégique, on voit, je dirais que l'intérêt, oui, c'est de continuer à mutualiser, comme ça a été très bien dit, de reconnaître les expertises de chacun et de s'en inspirer aussi, mais même à entre guillemets, la plus petite unité en fait de la région, le porteur de projet qui est seul, peut s'inspirer s'il a une visibilité sur un essai contrôlé scientifique qui met en avant l'intérêt de mener une collaboration par exemple avec un senior pendant plus de 3 mois avec une telle fréquence sur tel sujet, par exemple de l'activité physique ou autre, ça peut inspirer quand même n'importe quel acteur en fait, et aussi l'intérêt aussi de mutualiser, d'essayer de pousser aussi, d'essaimer dans tous les territoires les technologies peut-être qui font le mieux leurs preuves. Et après, stratégiquement, ce qui serait bien aussi, d'un point de vue même individuel, c'est d'avoir une vision à long terme. Pas juste une start-up qu'on voit rapidement, qui fait une petite étincelle et qu'on ne revoit plus, malheureusement, des fois, pour X raisons, ou des start-up qui n'arrivent pas à se mettre ensemble, ou des acteurs qui n'arrivent pas. La beauté de la chose, ce serait aussi d'embarquer tout le monde en fait, dans cette belle réflexion de l'anticipation, de la prévention, etc. Et aujourd'hui, on nous demande aussi de faire la preuve de l'impact aussi. Donc, comme on en a parlé sur le médico-éco, là, ça va être un peu plus dur à avaler, mais je pense que c'est un peu plus difficile aussi de toujours prouver qu'on va être efficace avant même d'être sur le terrain. Mais ça va être un des défis aussi de demain pour la sobriété, etc. Et la contrainte budgétaire. Parce que finalement, les deux. Merci beaucoup à tous les 7.